Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette conférence. Merci également aux organisateurs et aux organisatrices, ainsi qu'aux traductrices de ce soir. Donc, bonsoir en langue des signes, si je puis me permettre très, très modestement. C'est à l'équipe technique aussi du musée d'Orsay qui m'accueille ce soir. C'est grâce à elles et eux que j'espère apporter cette touche saisonnière à ce cycle de conférences sur l'aventure impressionniste. Je m'appelle Alexis Metzger, je suis enseignant-chercheur en géographie et histoire des paysages à l'École de la nature et du paysage de Blois. C'est une école qui forme des paysagistes concepteurs ou architectes paysagistes en 5 ans. Et dans les cours que je donne et les recherches que je mène, j'essaye de voir comment la prise en compte des changements climatiques dans le passé, évidemment du changement climatique contemporain, que l'on peut voir aussi à travers l'art, permet de mieux penser le futur du paysage et alimenter les projets de paysage des élèves. Ce que je vais vous proposer ce soir, c'est donc un parcours à travers les collections du musée d'Orsay, en 4 principaux temps. On verra donc un certain nombre d'œuvres qui montrent les saisons, notamment un temps consacré plus particulièrement à l'hiver. Le premier temps, il sera assez court. C'est juste pour rappeler que les artistes impressionnistes ont beaucoup représenté et mis en scène les saisons dans leurs œuvres, que les saisons, elles font partie intégrante de la composition du tableau. Dans un deuxième temps, je vous montrerai un certain nombre d'hivers très froids et parfois très neigeux qui ont été peints par les impressionnistes. Et une des questions est de savoir si ces hivers reflètent assez bien une forme de réalité climatique dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Ensuite, je vous montrerai quelques décalages qu'on peut assez bien identifier entre ces peintures de paysage et le paysage aujourd'hui, voire les projections pour le paysage climatique futur, ce qui m'amènera à défendre l'idée que ces peintures sont des sortes de patrimoine climatique parce qu'elles révèlent, elles sont un témoignage d'une période climatique aujourd'hui révolue. Et puis, en dernier temps, j'insisterai sur la concomitance entre d'un côté l'apparition scientifique du climat méditerranéen, qui est un concept spatial que vous connaissez toutes et tous, mais qui n'existait pas avant la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et donc un moment où aussi les impressionnistes ont été peindre la Méditerranée. Premier temps, donc, les 4 saisons, rapidement. Alors, rien de très étonnant. Je précise juste que toutes les peintures proviennent des collections du musée d'Orsay, donc j'aurais pu en montrer beaucoup d'autres, mais le choix est celui-ci. Dans l'hiver, il y a plusieurs marqueurs qui caractérisent l'hiver. L'un d'entre eux, mais ce n'est pas le seul, c'est la neige au sol. Là, ça se voit assez bien sur cette peinture de Paul Gauguin avec la Seine au pont d'Iéna, un temps de neige en 1875. On va avoir parfois d'autres marqueurs qui caractérisent l'hiver. Aujourd'hui, on est bien dans l'hiver météorologique. Évidemment, il n'y a pas de neige, mais la pluie continue, le ciel chargé de stratus, aujourd'hui on avait des stratus, voire des nimbostratus, sont un des marqueurs de l'hiver, comme ces ciels. Pour le printemps, rien de très étonnant non plus à regarder les végétaux qui vont fleurir à certains moments dans l'année. Ici, Camille Pissarro nous montre très bien les pruniers en fleurs, avec une floraison qu'on sait assez précoce. Les pruniers sont parmi les arbres qui vont fleurir assez tôt par rapport à d'autres arbres fruitiers. Pour ce qui est de l'été, les marqueurs sont aussi un peu différents. Il peut s'agir de comportements humains qui traduisent la saison estivale, la saison chaude, mais aussi d'un certain nombre de végétaux qui vont nous donner l'impression que la scène se situe bien en été, avec ici notamment des ombrelles, des personnes qui semblent se protéger du soleil et de la chaleur estivale. Et puis en dernier lieu, l'automne, qui est un petit peu moins représenté par les impressionnistes peut-être que ces autres saisons. L'automne a aussi ses propres marqueurs. On a des journées, bien sûr, qui diminuent, mais ces caractéristiques-là ne se voient pas forcément dans la peinture. Par contre, ce qui est ici assez emblématique, c'est le nom de la peinture, puisqu'on pourrait penser qu'elle a aussi été peinte en hiver, en tout cas pendant cette période du mois de décembre-janvier, où quelques arbres ont encore leurs feuilles, avant qu'ils soient évacués petit à petit par le vent et que les feuilles ne tombent naturellement. Dans certaines œuvres, il y a un doute qui peut subsister. Est-ce que, bien sûr,
le nom qui a été donné à la peinture correspond vraiment à la saison. On pourrait penser ici, hein, vous voyez qu'au sol, on a des formes de glace, enfin des masses de glace qui se sont formées. On pourrait être au mois de décembre, presque en hiver. Ces œuvres d'art, elles peuvent donc être regardées avec un regard un peu plus climatique peut-être que ce que peuvent faire des historiens de l'art. Moi, je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas compétent pour qualifier l'esthétique ou la technique utilisée pour ces œuvres d'art. Par contre, avec ce regard de géographe et de climatologue, j'essaye vraiment de voir si ces œuvres correspondent à certaines conditions météorologiques assez précises que les artistes auraient pu saisir dans leur toile. C'est le cas de cette œuvre-là, d'Armand Guillaumin. Là, on est dans la Creuse, à Crozant, un site assez emblématique qui a été peint par les impressionnistes, où on voit un ciel qui est assez bien dégagé, des arbres sans feuilles, un air froid qui est piégé au sol. C'est ce qu'on distingue assez bien par ce brouillard de rayonnement ou brouillard radiatif qu'on peut voir en hiver. Lorsque la nuit est passée, il va y avoir une couche d'air froid qui s'accumule dans les basses vallées, une certaine humidité aussi qui est générée, et donc le brouillard qui se forme, parfois qui ne se lève pas de la journée. Donc c'est vraiment le témoignage d'un processus météorologique qui se produit particulièrement en hiver lors de ces journées froides. C'est aussi le même processus qu'on peut avoir en montagne avec ces mers de nuages qu'on peut dominer ou qu'on peut aussi expérimenter en y étant à l'intérieur quand on est plus bas. Et peut-être quelques flaques d'eau gelée, ce qui donne aussi un indice de la température. Bien sûr, l'indice n'est pas extrêmement précis, mais en tout cas, on peut supposer qu'il fait moins de 0 degré lorsque l'artiste a peint cette toile. Et ensuite, on peut croiser ces informations avec des carnets, des informations météorologiques qui auraient été transmises dans les lettres et les documents des artistes. Je passe maintenant à l'hiver, cette saison que les artistes se sont complètement réappropriés. L'hiver avait été beaucoup peint, notamment par les artistes hollandais du XVIIe siècle, mais c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que les artistes vont à nouveau s'intéresser à l'hiver en choisissant des scènes qui diffèrent pas mal des précédents artistes qui avaient mis à l'honneur cette saison. Montnet, on peut le qualifier de météophile de la neige. Météophile, c'est un terme que j'emprunte à un collègue sociologue, ethnologue, Martin de la Soudière, qui a beaucoup travaillé sur cette saison et les perceptions climatiques de l'hiver. Et il témoigne dans un certain nombre de courriers à quel point il était embarqué dans cette neige et il souhaitait vraiment expérimenter le froid pour peindre ses toiles. Par exemple ici, hein, je suis dans la neige jusqu'au cou, j'ai toute une série de toiles en train, je n'ai qu'une crainte, c'est que le temps change. Aussi, je me dépêche et travaille ferme. Un exemple de ces hivers assez froids et neigeux, on est à Rouen, avec une neige à Rouen, les péniches qu'on voit. Alors cette neige qui s'est déposée au sol, qui est déjà certainement tombée depuis un certain nombre de jours, puisque vous voyez que le chemin commence à être marqué par des empreintes de pas, ou peut-être de véhicules qui sont déjà passés. Quelques traces aussi de glace sur le fleuve, sur la Seine. Il n'était pas rare que la Seine gèle en partie ou en totalité certains hivers. Les artistes en sont bel et bien les témoins. Ici, j'ai reconstitué à partir de données qu'on trouve assez facilement les températures moyennes mensuelles à Paris. Et on voit que pendant une décennie où se concentre une partie de la production, disons, des peintures impressionnistes, on a quelques mois où la température moyenne est inférieure à 0 degré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des journées sans gel, mais ça veut dire que si on intègre les valeurs moyennes de toutes les températures quotidiennes, on a bien certains mois, comme décembre 1870 ou décembre 1879, où les températures étaient vraiment froides. Et le cas très très flagrant, c'est décembre 1879, avec, vous voyez, une température de moins 6 degrés. C'est ce que je vais regarder un petit peu plus en détail maintenant. Cet hiver, il est resté vraiment dans les mémoires. C'est un des hivers les plus froids du 19e siècle et aussi du 20e siècle. Là, vous voyez une courbe des températures qui montre pour le mois de décembre que presque toutes les journées sont marquées par du gel. Là, c'est la température maximale en rouge et la température minimale en bleu, avec des pics en dessous des moins 20 degrés enregistrés à Paris, et un léger dégel qui n'arrive qu'à la fin du mois de décembre 1879.
des journaux aussi. La presse documente beaucoup ces conditions très froides. Par exemple ici, le froid a sensiblement augmenté, la neige tombée dimanche n'est pas près de fondre, et effectivement, elle va rester au sol un mois, elle va refondre un peu et puis va reneiger en janvier 1880. Guillaume Séchet, qui est présentateur météo et qui travaille aussi en histoire du climat, a proposé cette carte qui reconstitue les températures minimales enregistrées en décembre 1879. Alors peut-être que vous n'habitez pas tous à Paris ou que vous avez des liens avec certains territoires, vous pouvez voir quand même des pics de froid dans certaines zones. Du côté de Langres, on a moins 30, même en Bretagne, du côté de Rennes, on dépasse les moins 20 en température minimale. Et sur la Méditerranée, sur les côtes, on a également des températures minimales négatives en dessous de 0 degré. Donc ça traduit véritablement cette vague de froid qui arrive et qui reste une vague de froid une des vagues de froid très bien documentées. Moins 29 à Orléans aussi le 10 décembre. Les artistes impressionnistes, ils se sont beaucoup intéressés à la représentation des conditions froides parce qu'elles permettent tout un tas d'effets. Et d'ailleurs, le nom effet de neige n'est pas anodin, c'est bien un effet pictural que les impressionnistes recherchaient grâce à la neige. Ici, cette place parisienne d'Armand Guillaumin, on est vers 1880, mais à coup sûr, si on regarde les données météorologiques des années avant et des années après, il ne peut s'agir que de 1880. C'est-à-dire que l'artiste a pu terminer sa toile dans un atelier, mais c'est très certainement inspiré du mois de décembre 1879 pour représenter cette vue parisienne. Avec là aussi la Seine qui est complètement prise par les glaces. On voit que même il a gelé et il a neigé par-dessus puisque la neige couvre à la fois les quais et la Seine, ce qui est aussi un indice assez fort du moment où l'artiste a choisi de représenter cette scène. J'ai parlé du froid à l'instant. Une des autres caractéristiques qui est bien documentée à la fois dans des témoignages de presse, dans des écrits et d'une certaine façon dans la peinture, c'est que la neige est aussi tombée en abondance. Vous voyez des congères de plus d'1 mètre relevés à Orléans, à Lyon, à Dijon. On charge la neige des rues parisiennes et on la jette sur la Seine parce qu'on ne peut pas l'emmener forcément très loin pour dégager les rues et faciliter le transport. Et un fait anecdotique, Nansouty, qui est en vadrouille au sommet du pic du Midi de Bigorre, donc c'est un sommet à 3000 mètres d'altitude dans les Hautes-Pyrénées, dit « Nous sommes en détresse, nous trouverons bientôt plus assez de neige pour faire l'eau pour le thé et la soupe. Apportez-nous de la neige si Paris en a assez. » Ce qui reverse un peu les perspectives évidemment hivernales entre un Paris engorgé de neige et un sommet pyrénéen qui devrait en avoir beaucoup plus en période hivernale. Une autre peinture qui date de 1880 ou vers 1880, mais qui correspond tout à fait aux conditions météorologiques de cette année-là, c'est celle d'Alfred Sisley. Là, on est en banlieue parisienne, avec des conditions assez intéressantes à relever. Déjà, on peut tout à fait observer les types de nuages qui parsèment le ciel, des nimbostratus, l'absence de feuilles aux arbres, ce qui veut dire qu'on est déjà assez loin dans l'hiver. On n'est certainement pas début décembre, mais plutôt fin décembre. La neige qui tient au toit. Fait assez intéressant, si vous regardez la toiture ici, ou cette toiture-là, on n'observe aucune stalactite. Aucune trace donc de stalactites qui sont un très bon marqueur d'une alternance de gel et dégel, puisque pour qu'une stalactite se forme, il faut qu'il y ait de l'eau qui dégèle même très légèrement, qui regèle, et la stalactite se forme petit à petit. Donc ça veut bien dire qu'on est dans un moment, en tout cas Alfred Sisley a d'une certaine façon montré un de ces moments où il n'a jamais dégelé. Il y a par contre un certain nombre de représentations qui sont absentes, ou en tout cas peut-être très faiblement représentées dans ces œuvres d'art. Pour ce qui est de l'hiver uniquement. D'une part, assez peu de lever ou de coucher de soleil. Était-ce parce que, comme les journées étaient vraiment très froides, il était encore plus froid d'aller peindre au lever et au coucher du soleil, alors que les levers et couchers de soleil ont été beaucoup peints par des impressionnistes, mais à d'autres saisons. Ensuite, des éléments météo qui apparaissent peu. La pluie qui va tomber lors d'une période de redoux. La pluie peut tomber sur la neige, c'est totalement absent. Le brouillard froid, assez curieusement, est assez souvent absent. On a très peu de brouillard froid, alors que Monet va peindre des célèbres toiles de brume ou de brouillard par ailleurs, mais assez rarement en hiver. Des lieux,
les impressionnistes, alors bien sûr ça dépend de leur lieu de vie, des lieux où vous avez l'habitude d'aller, mais en tout cas ça peut être source de questionnement. Pourquoi les artistes n'ont-ils pas profité de de ces conditions météorologiques pour aller peindre des lieux qui auraient été particulièrement marqués dans le paysage par ces éléments-là? Et puis des conséquences qui sont absentes, à quelques exceptions près, notamment certaines toiles de Pissarro. On n'a pas de représentation de grandes difficultés liées au froid, alors qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que cet hiver est aussi très très rude pour les personnes les plus en difficulté. Et ces hivers-là, bien réels, disparaissent de l'imagerie impressionniste. Un exemple avec Zola, alors qui ne parle pas vraiment de 1880, mais c'est un des témoignages d'un hiver froid à Paris. C'était après 2 mois de froid terrible, de neige et de glace, un Paris noyé sous un dégel morne et frissonnant. Du vaste ciel couleur de plomb tombait le deuil d'une brume épaisse. Tout l'est de la ville, les quartiers de misère et de travail semblaient submergés dans des fumées roussâtres. Une description, une expérimentation de ce type de temps très froid qui a bien dû se produire en 1880, notamment en 1879, il y a des témoignages, mais que les impressionnistes ne représentent pas du tout. La 13e partie, elle sera donc consacrée par quelques exemples, bien sûr ce sera rapide et non exhaustif, mais à des décalages assez saisissants qu'on peut observer entre ces peintures de paysages du 19e siècle et des constats aujourd'hui liés au changement climatique. D'où cette question, est-ce que ces paysages sont un témoin, dans leur globalité, d'une époque climatique révolue? Est-ce que ces paysages peuvent, d'une certaine façon aussi, donner des renseignements sur les paysages qui étaient vécus assez différemment lors de cette période climatique qui était plus froide? Pour répondre à cette question, il y a quelques biais et quelques difficultés. D'une part, parfois, les œuvres ne sont pas précisément datées, donc ça empêche de faire une analyse forcément très, très rigoureuse. Ensuite, bien sûr, les paysages ne sont marqués pas uniquement par le climat, mais aussi par d'autres facteurs. Et puis, ça nous amène donc à faire une comparaison vraiment prudente, puisque la peinture n'est pas un document comme d'autres, mais bien une représentation issue d'un imaginaire artistique. Alors, je vous amène à nouveau à Crozant, avec le Moulin de la Folie à Crozant. En fait, ce que j'ai fait, c'est pour quelques toiles, je me suis demandé si le paysage tel qu'il avait été peint pourrait être le même aujourd'hui. En bien sûr n'intégrant pas, comme je le disais, les changements dans les aménagements qui ont bien sûr touché la France notamment, mais vraiment me consacrant sur quelques marqueurs qui sont dépendants du climat. Et aussi parfois d'autres choses, mais notamment du climat. Est-ce que, par exemple, l'eau qui coule ici serait plus faible aujourd'hui, aurait un débit plus faible, puisque c'est notamment une des conséquences du changement climatique, dans certaines régions, certains cours d'eau qui connaissent des débits, des étiages plus prononcés. Il y a plusieurs graphiques qu'on peut utiliser, et déjà pour essayer quand même de mieux situer le moment dans lequel Guillaumin peint cette toile. On est certainement en décembre, pareil, l'analyse le montre, absence de feuilles dans les arbres, une certaine couleur au sol, tout concourt pour nous faire penser au mois de décembre. C'est un mois où le débit moyen de la Creuse, pas très très loin de Crozant, est en principe assez fort, puisque vous voyez qu'on a un débit en mètres cubes par seconde, qui connaît bien sûr des faible valeur l'été et par contre qui augmente l'hiver. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas le cas de tous les cours d'eau, mais notamment de ce cours d'eau-là. Donc ça pose déjà une question. Est-ce que c'est une période, disons, normale qu'a peinte Guillaumin? Est-ce que le mois de décembre qu'il a peint était à peu près conforme à ses valeurs moyennes? Et on n'a pas non plus les valeurs moyennes de la fin du 19e siècle, donc il y a beaucoup de biais. Mais en tout cas, ça permet tout de même de questionner cette peinture au regard des moyennes de débit. Je ne montrerai pas beaucoup de graphiques, mais juste quelques-uns aussi pour vous expliquer aussi un petit peu comment j'essaie de procéder pour faire cette comparaison. Là, c'est un graphique proposé par l'établissement public de la Vienne, un établissement territorial de bassin, qui montre le débit moyen qui petit à petit diminue par rapport à une moyenne de 0 entre 1958, le début des relevés, et 2018. On a donc bien une tendance à des débits qui sont un petit peu moins importants, c'est pas forcément énorme qu'en changement, mais c'est un petit peu moins important. Donc ça peut vouloir dire que
Si on revenait à la même période que Guillaumin face à Crozon, on ne verrait pas forcément la même quantité d'eau. C'est pas automatique, c'est bien sûr, c'est pas un calque si direct, mais en tout cas, ça pose question. Même questionnement si on regarde les vues de Courbet, qui a beaucoup peint également ces régions du Jura. Est-ce que cette toile est représentative de conditions hydroclimatiques qui disparaîtraient ou qui sont en phase de se transformer assez considérablement aujourd'hui avec le réchauffement climatique? Donc pareil, j'ai regardé dans les travaux notamment de la préfecture et des établissements publics s'il y a une tendance à la baisse des débits qui est observée. En tout cas ici, ce qui est intéressant, c'est que les étiages, donc les moments de basse eau, sont de plus en plus marqués. On a eu, par exemple, des creux très prononcés en 2003, année de la canicule célèbre, 4,2 mètres cubes par seconde, ça reste assez faible. Et en 2018, on avait encore 2,6 mètres cubes par seconde, alors que la moyenne pour le mois de septembre, en principe, de 50 mètres cubes par seconde. Donc là, on sait que le débit est moins important dans ce cours d'eau, ce qui peut donc entraîner une représentation paysagère différente. Pour ce qui est de l'agriculture, il y a beaucoup d'artistes qui se sont également intéressés à des scènes de la vie agricole, des artistes impressionnistes. Ici, on voit des pommiers en Normandie, peints vers 1887. Et les projections pour la culture du pommier, notamment en Normandie, sont plus ou moins favorables. C'est ce que dit un expert qui travaille à la Chambre d'agriculture de Poitou-Charentes. Il n'y aura pas assez de journées froides pour les pommiers. Leur date de levée de dormance, il faut une dose de froid avant la croissance des bourgeons, est repoussée. Les arbres à noyaux ont besoin de moins de journées froides pour se développer. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être un changement de culture, et c'est une forme d'adaptation qui est déjà mise en place par certaines chambres d'agriculture et certaines exploitations agricoles pour faire face aux modifications climatiques. Donc ce paysage-là de pommiers, je ne dis pas du tout qu'il va disparaître, mais je dis qu'en tout cas, peut-être qu'il se modifie, peut-être que ce paysage traduit certaines conditions climatiques qui sont différentes de celles à venir. Pour ce qui est de la neige, c'est plus emblématique, la différence. Comme on l'a vu, il y a beaucoup d'artistes qui ont représenté des hivers très froids et neigeux, ces hivers qui sont beaucoup plus doux. On en a l'illustration en ce moment très bien marquée. Ce village breton sous la neige, ou bien encore près de Honfleur, vous voyez cette quantité de neige qui est tombée. Là, on peut l'évaluer quand même à plusieurs dizaines de centimètres. Ces paysages enneigés seront plus rares. Et là, on a aussi des travaux, notamment une équipe de chercheurs qui travaille à Caen, qui a produit un certain nombre de cartes. Là, c'est une carte qui s'intéresse au nombre de jours de gel annuels. Alors, on a ici une moyenne actuelle, avec, j'ai mis un petit zoom sur Honfleur, où jusqu'à récemment, on avait 30 jours de gel, en tout cas des moments où la température descendait en dessous de zéro. Et évidemment, pour qu'il puisse neiger et surtout que la neige tombe au sol, le gel est indispensable. À l'horizon 2100, la baisse est assez drastique, plus que 8 jours de gel, voire une moyenne de 27 jours de gel si les émissions sont considérablement réduites. Ça dépend aussi de l'évolution, bien sûr, des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Mais en tout cas, si c'est le scénario le pire qui est en train d'être pris, disons, la neige aura quasiment disparu d'Honfleur et ces toiles-là seront vraiment des formes de patrimoine climatique, des patrimoines un peu figés, à la différence de d'autres types de patrimoine qu'on ne pourra plus véritablement voir et transmettre. Gustave Caillebotte a beaucoup peint des jardins, notamment le jardin ici du Petit Gennevilliers. Il a vécu dans deux demeures avec des très beaux jardins qu'il a représentés. Est-ce que ces jardins seraient les mêmes aujourd'hui? Est-ce que les tournesols pousseraient toujours? Alors là, pour le coup, la réponse est oui, puisque notamment un directeur de recherche qui travaille à l'Institut national de recherche agronomique à Toulouse dit que le tournesol serait plutôt assez bien résilient au changement climatique. Donc là, on a une peinture, un paysage en tout cas, de jardin, mais qui ne serait pas drastiquement concerné par le changement climatique, ou en tout cas l'évolution ne serait pas aussi marquée. Pour ce qui est du jardin emblématique de Giverny,
peint par Claude Monet dans un très grand nombre de toiles. Là, l'analyse, elle est un petit peu différente, puisque le jardin, aujourd'hui, il expérimente déjà beaucoup de solutions pour faire face au changement climatique, avec des changements qui ont déjà été faits par les jardiniers. Ce qui fait que l'image du jardin que les visiteurs vont voir, si elle est dans les grandes lignes assez conforme, disons, aux peintures de Monet, dans certains parterres, il y a des espèces qui ont disparu puisqu'elles ne sont plus adaptées au changement climatique actuel. Monet avait d'une certaine façon déjà pas anticipé, mais dans un plan qui est aux archives départementales de l'Eure, on voit très bien qu'il a détourné le cours d'eau pour créer son jardin. Il a détourné l'Epte ici, et pour créer son jardin, il avait besoin d'une zone humide, puisque ces nymphéas appelaient forcément de l'eau. Donc il y a aussi tout un projet de transformation, d'une certaine façon, de la nature qu'avaient certains impressionnistes, qui peut être critiquable, je ne sais pas, mais en tout cas, qui montrent que l'engagement à transformer la nature était ici assez fort pour produire une forme d'esthétique, pour répondre à un désir pictural qu'avait Monet. Alors là, j'ai juste repris quelques extraits d'une interview qu'on trouve sur Internet avec le jardinier en chef, qui nous explique un petit peu comment Giverny s'adapte au changement climatique avec tout un système de vannes, un système technique qui permet de pallier certaines difficultés, notamment en période de sécheresse. Bien sûr, il faudrait creuser ce travail. Là, ce sont aussi des pistes que je lance. Peut-être s'intéresser à toutes les peintures en détail de Monet, vérifier quelles espèces poussaient, vérifier maintenant comment les espèces s'adaptent ou pas. C'est un projet que je lance avec des élèves paysagistes à Blois, justement, puisque eux sont bien plus férus que moi que de botanique, mais l'analyse plus fine mériterait d'être faite. Conclusion de cette troisième partie. Ces paysages peuvent être considérés comme des patrimoines climatiques. Un paysage, il va bien sûr montrer juste un instant, c'est ce qui fait tout l'impressionnisme, saisir cet instant fugace, un météore, une formation de nuage, une goutte de pluie qui tombe. Et puis, cet instant, il est donc lié à un type de temps météorologique. C'est ce qu'on a vu au début. Au sein de chaque saison, les artistes ont parfois choisi certains types de temps. Des types de temps très froids, très chargés en neige, un type de temps automnal, couvert. Enfin, voilà, des types de temps révélateurs. Et c'est en agglomérant et en regardant un certain nombre d'œuvres qu'on peut avoir une idée de la façon dont une saison, au sein d'une année, voire au sein d'une période climatique, sont représentées par les impressionnistes. D'où l'idée que ces évolutions climatiques en cours peuvent rendre plus rares ces types de paysages, et ce qui pose la question d'une forme de nostalgie au regard de ces paysages peints, voire de solastalgie. Solastalgie, c'est un terme récent, assez récent, qui traduit l'idée un peu de difficulté émotionnelle très forte face à un paysage qu'on retourne voir, mais qui a complètement changé, notamment sous l'effet du changement climatique. C'est une forme de nostalgie, mais liée vraiment à des lieux en train d'être transformés. Et je vais terminer cette conférence par cette quatrième partie autour du climat méditerranéen. Le climat méditerranéen, vous l'avez appris certainement dans les cartes scolaires, bien sûr il est limité et bordé par la mer Méditerranée, mais c'est un espace climatique qui a été inventé au début du XXe siècle. Auparavant, le climat méditerranéen n'existait pas, ou en tout cas il n'avait pas été construit et théorisé comme tel par les scientifiques. Or, beaucoup d'artistes sont allés en Méditerranée, et c'est un phénomène tout à fait concomitant aussi de la mode d'aller notamment l'hiver en Méditerranée, qui date de ce 19e siècle, et notamment de la seconde moitié du 19e siècle. Un exemple ici de Monet, alors qui a peint cette toile à Giverny, mais à partir de souvenirs qu'il avait lorsqu'il était allé sur les bords de la Méditerranée, et qui traduit un peu aussi cette forme de colonisation, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas de familles, notamment de riches familles anglaises, qui ont construit des villas pour apprécier l'hiver sur les bords de la Méditerranée, l'hiver ensoleillé. Si on regarde quelques cartes climatiques jusqu'au début du XXe siècle, le climat méditerranéen n'apparaît pas, il est fondu dans un climat plus océanique tempéré, et ce n'est que au début du XXe siècle, que certains penseurs vont trouver des caractéristiques propres à cette zone et définir donc ce qui va devenir aujourd'hui le climat méditerranéen. Élisée Reclus, un géographe célèbre, un archiste du XIXe siècle, dit
que la Méditerranée est un grand agent médiateur qui modère les climats et toutes les contrées riveraines. Donc même s'il ne qualifie pas la Méditerranée d'un climat, s'il ne lui propose pas, disons, une classification climatique, il y avait déjà, bien sûr, l'idée d'une influence climatique de la Méditerranée. C'est en 1929 qu'un autre géographe, Emmanuel de Martonne, va apposer l'adjectif méditerranéen à un climat. Et ensuite, ça va rester, puisque toujours aujourd'hui, il y a une entité climatique autour de la Méditerranée qui se retrouve d'ailleurs dans d'autres endroits du monde, où en Californie, en Afrique du Sud, il y a des climats qui s'apparentent au climat méditerranéen. Je passe sur cette citation, mais c'est vraiment son travail qui a permis de mieux le documenter. Une carte produite par Martine Tabot, qui était ma directrice de thèse, qui s'est intéressée à la façon dont, au sein du climat méditerranéen, on a quand même un certain nombre de différences climatiques, puisque même si la caractéristique fondamentale du climat méditerranéen, c'est que l'été est chaud et très peu pluvieux, on a différents moments dans l'année où les pluies sont très abondantes. En France, la saison qui est la plus pluvieuse dans ce climat méditerranéen, c'est l'automne. Ça se voit notamment lors d'épisodes cévenols, des épisodes très très intenses en précipitation en octobre-novembre. Mais on a d'autres régions au sein de ce climat méditerranéen qui sont caractérisées par des pluies abondantes à d'autres saisons. Il y a aussi un facteur biogéographique qui permet de définir les contours de ce climat méditerranéen. Ça colle peu ou prou. C'est la présence de l'olivier et la possibilité de cultiver des olives. Et quand bien même la culture de l'olivier est aussi un motif pictural, c'est peut-être un témoignage intéressant, en tout cas un écho que John Russell a fait en mettant en avant ces oliviers qui sont plutôt l'emblème du climat méditerranéen. En fait, les impressionnistes, ils traduisent ou ils accompagnent ce mouvement de complète transformation, d'appréciation de ces régions-là d'un point de vue climatique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, et là encore c'est Élisée Reclus qui le dit, on a cette phrase, et le climat général de la Provence est souvent désagréable à cause de la sécheresse de l'atmosphère, de l'intensité des chaleurs, du manque d'ombrage, de la redoutable violence du Mistral et des nuages de poussière. Il y a tout un tas de médecins jusqu'au XIXe siècle qui déconseillent surtout d'aller vivre en Méditerranée et en Provence, parce qu'on serait plus susceptible d'y avoir un certain nombre d'affections, les sueurs, les humeurs, les difficultés de digestion. Et tout change avec la nouvelle appréciation des bains de mer, le fait de pouvoir se baigner dans la mer, qui s'ouvre complètement au tourisme, aux premiers touristes très riches du XIXe siècle, puis ensuite, bien sûr, au tourisme beaucoup plus massif du XXe et des XXIe siècles. Avec aussi cette apparition, disons, du bronzage comme quelque chose de valorisé culturellement. Auparavant, notamment les plus riches, n'attendaient pas du tout, ne souhaitaient pas du tout avoir une peau bronzée, puisque ça traduisait beaucoup plus quelqu'un qui travaille dans les champs, dehors, qui pourrait avoir une peau bronzée. Enfin, il y a aussi tout un changement de représentation que documente bien un historien, Christophe Granger, autour de cette appréciation du bronzage. Et c'est donc tout cet ensemble de facteurs culturels, de changements dans les représentations, qui accompagnent la naissance scientifique, mais peut-être aussi artistique, du climat méditerranéen. Je ne dis pas que la Méditerranée n'avait jamais été peinte par des artistes auparavant. Il y a des célèbres toiles au XVIIIe siècle, bien sûr, qui se situent en Méditerranée. Mais en tout cas, le fait de peindre la Méditerranée et de mettre l'accent sur certaines conditions climatiques propres à ce climat apparaît vraiment dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est d'ailleurs en 1887 que naît l'expression Côte d'Azur. C'est la première fois qu'elle est documentée, expression que bien sûr on utilise toujours aujourd'hui. Ce ciel bleu peut être assez fascinant, assez aspirant quand on est sous des stratus et sous la pluie en ce moment. Et cet orage de Paul Signac qui, en 1895, là, traduit aussi une certaine caractéristique de ce climat, la présence d'orages. Il y a bien sûr des orages dans d'autres climats, mais notamment en Méditerranée. Je terminerai par cette toile qui montre le brouillard que je trouve assez belle et assez rare. C'est un brouillard qui se situe très probablement au printemps. On n'est plus dans le cas d'un brouillard froid, donc il traduit à coup sûr une période assez froide pour qu'un brouillard puisse se déposer et ne pas s'évacuer aux premières lueurs du jour. Là, on voit que le jour est déjà bien avancé, quelqu'un est dehors, donc ça traduit aussi un moment assez spécifique, assez rare
d'un point de vue climatique que l'artiste a saisi sur cette toile. Merci à vous.